Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Olaf Scholz a été le premier dirigeant à se rendre en Israël après le 7 octobre. Quelques jours auparavant, devant les députés du Bundestag, il avait été très clair, la place de l'Allemagne est aux côtés d'Israël. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Sauf que dans les rues d'Allemagne, les esprits s'échauffent, actes et paroles antisémites se multiplient, certains font la récupération politique. À l'ONU aussi, la ligne de l'Allemagne n'est pas facilement lisible, les arguments se mélangent et le vivre ensemble est abîmé. Cette semaine, le vice-chancelier Robert Habeck a publié une vidéo pour, dit-il, désembrouiller le débat. Mais comment apporter des nuances face au retour des démons ? Bienvenue dans un épisode, vous l'imaginez bien, qui ne résoudra aucunement les problèmes ici ou là. Nous voulons juste rappeler des faits et donner des clés d'explication dans un contexte très compliqué, surtout que l'actualité ne s'arrête pas. Je précise que cet épisode est enregistré le jeudi 2 novembre. On vient d'apprendre que plusieurs organisations qui soutiennent le Hamas sont désormais interdites en Allemagne et qu'elles vont être dissoutes. Il y aura peut-être des réactions. À qui donner la parole? Où tendre le micro? J'ai choisi dans un premier temps de rencontrer Jacques Peuzet, journaliste français qui travaille pour le service Check News de Libération. Ces dernières semaines, il a été sollicité à plusieurs reprises pour faire des articles afin de vérifier des vidéos ou des photos qui circulaient sur Internet montrant des actes antisémites dans les rues d'Allemagne. Il vit à 2 pas du quartier arabe de Berlin. Voici notre discussion enregistrée pendant un tour à pied dans cet arrondissement de Neukölln, là où ont eu lieu plusieurs manifestations anti-Israël très médiatisées. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, le quartier de Neukölln, il m'en parle parce que c'est le quartier des clans criminels arabes, de la jeunesse délinquante, et désormais maintenant, ça serait des antisémites notoires et musulmans qui gangrènent ce quartier. Pour moi, Neukölln, c'est un quartier, on va dire, multiculturel, avec une importante communauté arabe et musulmane, qui, ces derniers jours, enfin depuis le 7 octobre, s'est mobilisé très rapidement pour défendre la Palestine. Et de manière très provocante, comme quand des militants se sont baladés avec des petits gâteaux à distribuer, je crois que c'était le jour même, le samedi, avec des baklavas, pour célébrer donc l'attaque du Hamas, qui était qualifiée, je crois, de libération de la Palestine. Et le soir même, il y avait une manifestation sur la zone allée, qui est une grande avenue où il y a quasiment que des commerces arabes ou turcs. Donc il y a eu ces événements-là qui sont bien relatés dans la presse, mais d'une façon générale, est-ce que c'est révélateur finalement d'une ambiance, qu'il y a quelque chose qui a changé ? Je sais pas, en fait, il y avait l'ambiance des soirs où on voyait que ça bougeait, mais en journée ça disparaît complètement. Il y a aussi une volonté des politiques à Berlin et en Allemagne de manière générale de ne pas laisser s'implanter cette image d'un antisémitisme qui s'exprimerait en pleine rue. Donc les tags ont été retirés. Le premier jour, sur une des principales places de Neukölln, donc la Hermannplatz, il y avait un drapeau palestinien qui avait été peint, et je crois que dès le lendemain, les policiers l'avaient repeint. Il y a eu une espèce de guéguerre de on peint et on repeint le drapeau palestinien sur la place. Toi, tu ne ressens pas de fébrilité ou une forme de tension quelconque là en ce moment ? Parce que moi, par exemple, quand je traverse Hermannplatz ou Sonnenallee, je me dis quand même que les choses peuvent basculer très vite. Il y a quand même un petit peu d'électricité dans l'air. Et je comprends finalement quand il y a des juifs qui me disent qu'aujourd'hui, ils évitent ce quartier. Moi, j'ai un ami qui est juif argentin, donc qui vit ici, et qui, après l'attaque, me disait « Est-ce qu'il faudrait que je déménage de Neukölln ?» Ça, c'est vrai. Il y avait chez les personnes juives, effectivement, cette crainte de se dire « Je vis à Neukölln à côté de gens qui célèbrent le meurtre de milliers de juifs, que des gens soient prêts à célébrer ça. » En Europe, c'est très perturbant pour eux. Oui, on a vu aussi des manifestations où le droit même d'une existence d'une vie juive en Allemagne est remis en question. Il y a eu des étoiles de David taguées sur des maisons. On ne sait pas qui les a faites, mais c'est quand même très étrange de voir ça apparaître. Et toi, tu as fait un article dessus, t'as regardé un peu. Ouais, j'ai fait un article dessus qui revenait en gros sur les premiers éléments qui apparaissaient, parce que c'est quand même assez particulier qu'en Allemagne, un pays qui est responsable par son histoire du massacre de millions de juifs, qu'on revoit des portes taguées indiquant la présence de juifs dans ses habitations. C'est assez choquant. Alors, c'était pas du tout dans le quartier de Neukölln, c'était dans des quartiers plutôt bourgeois et calmes de Berlin, donc à Prenzlauer Berg. Et il y a eu aussi, toujours dans ce quartier de Mitte, une synagogue d'une communauté orthodoxe sur lequel 2 cocktails Molotov ont été envoyés, qui n'ont pas endommagé le bâtiment, mais c'est quand même très très désagréable de découvrir qu'en Allemagne, des gens sont prêts à faire ça. Sachant que les synagogues sont toujours sous protection en Allemagne, et d'autant plus depuis 7 octobre.
Le reportage dans quelques minutes va justement mettre le projecteur sur la protection des synagogues, mais restons encore dans Neukölln. Après quelques centaines de mètres dans les rues adjacentes, où les magasins branchés alternent avec des bars ou des épiceries bio, nous débouchons, Jacques et moi, sur la Sonnenallee. Alors effectivement, ça saute aux yeux. Les enseignes sont souvent écrites en arabe. Beaucoup de femmes portent le foulard. Il y a des groupes de jeunes hommes qui fument le narguilé devant les boutiques. Certains ont un kéfier autour du cou. Là, on est à l'endroit où avaient lieu toutes les manifs tous les soirs. Et aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de signes de ces soutiens. Et il doit rester j'arrive pas à le voir d'ici, mais on va s'en rapprocher, mais un petit tag qui a été fait certainement ce matin, qui veut dire arrêter le génocide à Gaza et donc ensuite Palestine libre de Berlin jusqu'à Gaza. C'est là aussi qu'il y a eu des manifestations qui ont un peu dégénéré. Enfin, la réponse policière a quand même été musclée. L'État allemand a montré qu'il y avait des lignes rouges qui étaient très claires. Il y a eu beaucoup d'expatriés qui ont participé à ces manifestations. C'est quelque chose que constataient les gens qui regardaient les manifestations avec les slogans qui sont connus de Palestine libre, de hier jusqu'au Jourdain, la Palestine sera libre, qui ne sont pas des slogans qui étaient connus en Allemagne. Je crois qu'il y avait même un autre slogan qui était il faut que la culpabilité allemande cesse pour pouvoir libérer la Palestine. C'est-à-dire les Allemands qui se sentent coupables de la Shoah, il faut qu'ils arrêtent de se sentir coupables parce qu'à cause de cela, ils se taisent et ils ne peuvent plus exprimer leur solidarité avec les Palestiniens. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en Allemagne, l'extrême gauche n'est pas pro-palestinienne comme en France. Il y avait un mouvement qu'on appelait avant les Anti-Deutsch, qui a fait l'objet de beaucoup de papiers, qui eux sont des fervents défenseurs de l'État d'Israël, qui se revendiquent comme antifascistes. Mais dans les réseaux d'extrême gauche que je peux suivre, je ne vois pas, il n'y a pas un appel complet au soutien aux Palestiniens. Oui, effectivement, là, tu vois, on passe devant un arbre, il y a un drapeau palestinien qui est peint, on est passé devant des commerces où il y en avait aussi. Je pense que c'est un peu ce qui manque dans le débat public aussi allemand actuellement, en fait. C'est de dire aux gens jusqu'où va votre liberté d'expression et qu'est-ce qui représente un délit en Allemagne. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de populations arabes, même qui sont arrivées depuis 2015 en Allemagne, où on a toujours dit aux gens, l'Allemagne c'est la démocratie, vous pouvez exprimer votre opinion, et au final, ils arrivent ici, on dit, ah non, par contre, vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez pas condamner Israël dans les propos que vous tenez, et les gens se retrouvent dans cette position un peu compliquée, où ils savent plus ce qu'ils peuvent dire ou pas, quoi. Question de journaliste à journaliste, tu as eu beaucoup de commandes sur les actes antisémitisme là en Allemagne ? Moi je travaille pour le service Check News de Libération, donc on a vu une question là-dessus, tout simplement parce qu'il y avait des gens qui doutaient même de l'existence des actes antisémites sur les réseaux sociaux en disant non, regardez, ces étoiles de David, elles ont été rajoutées sur Photoshop, mais c'est pas du tout vrai. Alors qu'en fait, si, c'est totalement vrai, on pouvait facilement les repérer et la police avait communiqué dessus. C'est un sujet qui inquiète. Le problème, c'est que des actes antisémites, il y en a eu partout. Donc il y en a eu beaucoup en France, et en France, il y a la plus grande communauté juive d'Europe. Ouais, mais ici, c'est pas n'importe quel pays, c'est pas un pays normal. Bien sûr, voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attention de la part des médias à suivre ce qui se passait aussi à Neukölln. Bon, évidemment, quand les journalistes du Tagesspiegel ou Berliner Zeitung viennent ici, ils mesurent tout ce qui peut être un discours antisémite dans les rues de Berlin. Donc c'est aussi très très bien que les journalistes allemands fassent attention à ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils n'arrivent pas non plus à contextualiser ou essayer de comprendre pourquoi les gens à Neukölln, malgré les interdictions de la police, reviennent tous les soirs pour essayer de manifester. Et pourtant, on a vu là tout à l'heure des affiches avec des otages israéliens actuellement retenus dans la bande de Gaza. Donc il y a aussi ces affiches et elles sont là. Et finalement, est-ce qu'elles sont particulièrement plus arrachées que les autres ? Elles sont là, mais elles ne sont pas, on va dire, sur les rues ou peut-être même les quartiers où il y a les plus grandes populations arabes ici. En fait, elles sont dans des quartiers aujourd'hui où il y a beaucoup, je sais pas, d'Allemands ou d'expatriés européens, américains qui vivent là, ou israéliens. Je ne suis pas sûr que sur la Sonnenallee, elle serait restée assez longtemps. Merci à Jacques Peuzet pour cet entretien en situation. Juste après notre rencontre, il m'a fait parvenir une vidéo où l'on voit la police berlinoise arracher justement ces affiches montrant des otages israéliens au motif qu'elles étaient placardées illégalement. Alors ça a fait évidemment du bruit. La présidente de la police s'est excusée, mais ça contribue sans aucun doute à brouiller les esprits, à compliquer le débat. On mélange tout trop vite, a pointé le vice-chancelier Habeck. Zu viel scheint mir zu schnell vermischt zu werden. C'est dans cette fameuse vidéo dont je vous parlais en introduction. Elle dure 9 minutes et elle délimite très clairement le sujet tout en apportant des nuances. Il explique notamment qu'on peut tout à fait exprimer des critiques à l'égard du gouvernement israélien et même manifester sa colère face à ce qui se passe à Gaza en ce moment. Mais dès que cela tombe dans des stéréotypes antisémites ou que ça remet en question l'existence d'Israël, c'est là que ça tombe sous le coup de la loi en Allemagne. Et à mon avis, il était plus que temps qu'une telle prise de parole ait lieu pour clarifier les choses. C'est en Allemagne que vit la plus importante communauté palestinienne en dehors du Proche-Orient, 45 000 personnes rien qu'à Berlin. Il s'agit en réalité d'une estimation.
car beaucoup de gens sont recensés comme libanais, ou bien ils ont la nationalité allemande. Et on a le même flou aussi dans les chiffres pour la communauté juive. 12 000 personnes à Berlin, selon des statistiques de 2022. Mais depuis, on a eu l'arrivée de nombreux réfugiés ukrainiens de confession juive et qui se sont installés dans la capitale. Leurs écoles, leurs synagogues, leurs centres culturels sont protégés par la police. Et depuis le 7 octobre, parfois aussi par les Berlinois eux-mêmes, devant la synagogue du Frankelhofer dans le quartier de Kreuzberg qui jouxte Neukölln. Depuis 4 semaines, chaque vendredi soir, une petite foule tient le pavé. Reportage. Au crépuscule, ils arrivent avec des bougies et des lanternes. La veillée est organisée par Dietmar Peschel, le pasteur d'une paroisse protestante du quartier. J'ai entendu comme il est difficile en ce moment pour les juifs et les juifs de se rendre à la synagogue, de venir prier. Et donc il s'agit tout simplement de se montrer humain, entre voisins, entre frères et sœurs je pourrais dire, et de signaler « Vous n'êtes pas seuls, nous sommes à vos côtés ». Certains sont là toutes les semaines, d'autres restent juste quelques minutes, comme Ursula. Je suis là aujourd'hui parce que je trouve important que la vie juive ait sa place en Allemagne. Un point, c'est tout. Elle ne veut pas parler de la situation au Proche-Orient, ce qui l'importe, c'est le vivre ensemble ici. Ce que je remarque en ce moment, indépendamment de cette guerre, c'est qu'on cherche toujours à polariser. C'est toujours soit ça, soit ça. Ceci contre cela. Je trouve qu'en général, beaucoup de gens en Allemagne sont antisémites et des gens qui sont allemands. Quant aux musulmans, c'est un groupe très divers et hétérogène. Je trouve qu'on ne fait pas assez de place aux nuances et que dans les médias, on cherche trop à scandaliser. Ça ne me plaît absolument pas. Anya, elle, est là pour la 3e semaine consécutive. Malgré les recommandations des organisateurs de ne pas faire une manifestation, elle a déployé une petite banderole. On peut y lire « Ne pas céder un pouce à l'antisémitisme ». À mon avis, il n'y a rien de politique dans ce slogan. Franchement, il est juste humain. Personne ne se demande en ce moment ce que les Juifs peuvent faire. S'asseoir par terre, se faire éradiquer, laisser Israël disparaître, c'est complètement fou. Elle est visiblement très bouleversée aussi car cela va encourager le racisme. On voit déjà des réflexes qui remontent parmi les politiques à droite, ceux qui disent « il faut tous les expulser ». On bascule dans la haine des musulmans. Sauf qu'on n'en a pas fait assez pour intégrer certains groupes. Il ne faut pas s'étonner maintenant que la religion ait une telle influence sur eux. C'est ce qui se passe quand les gens ne se sentent pas acceptés. Une femme s'approche d'elle pour la remercier furtivement. C'est Nina Peretz qui travaille à la synagogue et qui se rend à l'office religieux. Nous nous sentons bien soutenus par la classe politique allemande et par la police. Et j'espère vraiment, nous l'espérons tous, que la situation va se calmer et se normaliser à Berlin afin que nous puissions tous vivre ensemble en paix ici. Alors il n'y aura plus besoin de faire des veillées. Mais là en ce moment, je peux vous dire que c'est un soutien immense et très important. La synagogue de Kreuzberg a été incendiée par les nazis il y a 85 ans. Sur le trottoir, un panneau raconte la nuit de cristal aux passants. C'est là que les participants à la veillée laissent maintenant leurs bougies. Signalons qu'il y a eu aussi, bien évidemment, ici et dans toutes les grandes villes d'Allemagne, des manifestations de soutien à Israël. À Duisbourg, on a d'ailleurs appris que le cortège avait failli être la cible d'un attentat à la voiture bélier de la part d'un islamiste. Il a été arrêté. Bonjour Stéphane Seidendorf. Bonjour Hélène. Directeur adjoint du DFI, et tu n'as pas la tâche facile aujourd'hui, mais je voudrais vraiment qu'on essaye de démêler maintenant les fils politiques de toute cette affaire. Pour commencer, peut-être revenons sur cette fameuse raison d'État. Alors on l'avait bien expliqué ensemble, toi et moi, dans l'épisode qui s'appelle « Être juif aujourd'hui en Allemagne », un épisode qui date déjà du mois de septembre de l'année dernière. Il est disponible en réécoute. On y parlait déjà aussi beaucoup d'antisémitisme. Mais pour revenir à cette raison d'État, Stéphane, en quelques mots, dis-nous ce que c'est. C'est quelque chose évidemment de très fondamental pour l'Allemagne fédérale, qui date vraiment de tout le début, partagé autant par Adenauer que par l'opposition de l'époque, la SPD, avec cette difficulté, comment redevenir un État respectable et respecté, et ça passait par une reconnaissance et une relation approfondie avec l'État d'Israël. Il fallait que ce soit très crédible et cohérent, et c'est devenu la raison d'État de l'Allemagne fédérale de soutenir, aider, protéger Israël. Dans sa vidéo, Habeck la mentionne, évidemment, et il dit que ce n'est pas une formule creuse. Der Satz Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson war nie eine Lehrformel.
Mais tout de même, je pose la question, Stéphane, surtout après cette séquence aux Nations Unies il y a quelques jours. On a eu, au moment du vote d'une résolution demandant un cessez-le-feu à Gaza, l'Allemagne qui s'est abstenue. Or, la raison d'État aurait voulu qu'elle vote contre cette résolution, aux côtés d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'on peut commencer avec l'aspect purement politique. Et on peut, là, pour la première fois, se demander politiquement, pour le gouvernement, est-ce que ça compte encore, la raison d'État, et qu'est-ce que cela implique ? Évidemment, les voix critiques, ils reprochent un numéro d'équilibriste, parce que l'Allemagne s'est abstenue, elle n'a pas voté contre, comme les États-Unis, par exemple. L'ambassadeur d'Israël, il a critiqué Scholz, il était très fort, il a dit les mots, c'est très bien, mais dans une situation de guerre, c'est à travers les actions qu'on jugera ses amis. Donc, parole très, très dure. Le gouvernement se défend en disant que cela a permis d'améliorer encore cette résolution. Ils avancent que grâce à l'abstention de l'Allemagne, ça aurait permis que du coup, la résolution elle est un peu plus constructive, puisqu'elle permet peut-être à l'avenir de trouver un compromis plus large. Et on veut aussi éviter qu'Israël se retrouve isolé au sein des Nations Unies sur un conflit qui a été commencé par la Hamas et non pas par Israël. Alors peut-être, mais on a quand même eu beaucoup de commentaires ici indiquant que c'était l'Allemagne qui s'était isolée au bout du compte, puisqu'elle a suivi aucun de ses grands alliés, ni Israël, ni les États-Unis, ni la France, qui, elle, a voté pour un cessez-le-feu. D'une façon générale, les Européens, lors de ce vote, ont été quand même très divisés. Ceci dit, cette résolution, elle n'est pas dans la ligne de ce qui a été décidé sur le sommet du Conseil européen. L'Union européenne est le plus grand donateur des Palestiniens et au sein de l'Union européenne, c'est l'Allemagne le plus grand donateur d'aide pour les Palestiniens. Donc ce n'est pas que l'Allemagne soutient de manière unilatérale Israël et n'aide pas les Palestiniens. L'Allemagne est derrière la scène très active au Proche-Orient. Elle cherche des compromis, des positions aussi, mais on a une lecture très claire, très précise de cette attaque terroriste du 7 octobre et des conséquences qui en découlent. Comme dans les autres pays européens aussi, en Allemagne, on n'a pas déployé beaucoup d'efforts ces derniers temps pour remettre sur le devant de la scène diplomatique la solution des deux États. Et c'est là où il faudra tout reprendre et tout reconstruire une fois que la guerre sera finie, évidemment. Et on n'en est malheureusement pas là du tout. Et le conflit a ses répercussions en Allemagne, dans les quartiers on l'a entendu, mais il y a aussi un mauvais climat qui s'installe dans le débat politique. Le gouvernement fait l'équilibriste à l'ONU. Sur la scène intérieure, il est aussi sur la corde raide. Alors cette affaire, elle est embarrassante politiquement, elle est chaude politiquement pour une deuxième raison. Il y a évidemment l'attaque sur Israël, mais il y a aussi une notion de politique domestique intérieure. Les écouteurs assidus du podcast le savent, l'Allemagne se trouve au milieu d'un débat sur l'immigration et sur la question de comment on peut accueillir et intégrer les nouveaux arrivants, surtout des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Et évidemment, il y a toute une partie de la droite conservateur, la droite extrême de toute façon, mais aussi du centre, qui pointe du doigt maintenant les partis au gouvernement, qui dit votre idée d'accueillir tout le monde, d'avoir un accueil libéral et de dire on peut intégrer au cas par cas, elle ne fonctionne pas. Vous avez fait rentrer dans notre pays des groupes de population qui sont antisémites. Vous avez importé cet antisémitisme et nous n'arrivons pas à le gérer chez nous avec des cours d'intégration ou quelque chose. Donc, le gouvernement se voit attaqué des deux fronts et doit gérer d'un côté le mécontentement des populations qui ont des sympathies pour les Palestiniens et de l'autre côté de la droite qui critique cette politique d'immigration qui dure depuis très longtemps, aussi déjà quand la droite était au pouvoir évidemment. Et beaucoup de brouhaha politique. Quoi qu'il en soit, quelques jours après la reprise de ce conflit au Proche-Orient, Olaf Scholz a annoncé un durcissement des conditions d'accueil et aussi il a annoncé que les expulsions d'étrangers déboutés du droit d'asile seront plus rapides et plus faciles. C'est passé notamment par une phrase choc qui a été mise à la une du Spiegel et qui est tirée d'une interview assez longue que le magazine a fait avec le chancelier. Nous devons expulser maintenant plus largement. Alors, avant toute chose, c'était quand même une réponse aux élections régionales en Hesse et en Bavière, qui ont été marquées par une poussée de l'extrême droite. Mais bien évidemment, certains, tout de suite, ont fait le lien
entre cette déclaration du chancelier et la situation dans les quartiers. Ils ont vu une réponse aux manifestations antisémites. C'est clairement un raccourci, même si quand même c'est vrai que le gouvernement a fait preuve d'une grande fermeté face à ces rassemblements. La réponse policière, par rapport à ce qu'on connaît en Allemagne pendant les manifestations, a été quand même très musclée, Stéphane. Alors, très clairement, le gouvernement et Scholz, ils mettent beaucoup d'attention là-dessus. Ils sont très clairement sur leur garde pour éviter tout débordement, tout en respectant aussi le droit de manifester. Tu peux manifester pour la cause palestinienne, mais tu ne peux pas demander de rayer Israël de la carte. D'ailleurs, la moitié à peu près des manifestations qui ont été proposées ont été autorisées. Et donc là, c'est aussi tout un travail des renseignements en amont. On a compris qu'une bonne partie des excès, des agissements, de l'agitation sont le résultat des petits groupes très bien organisés. Même pas toujours islamistes, aussi d'extrême gauche, proches des Palestiniens ou proches des Syriens. Et puis, tout un tas de comportements qui sont clairement définis maintenant comme antisémites, comme non tolérables, seront punis. Bon, il faudra voir quand même combien de temps met la justice pour s'occuper de ces cas. Quoi qu'il en soit, pour l'opposition, ça ne suffit pas. Friedrich Merz, le patron de la CDU, dit qu'il faut arrêter d'importer l'antisémitisme et être plus strict sur les critères d'intégration. Mais comment on fait, Stéphane, pour les antisémites qui sont déjà sur le territoire allemand et ceux qui sont allemands déjà? Le problème de la droite, évidemment, et du CDU, c'est qu'ils n'ont pas de meilleure solution. Il ne suffira pas de demander au moment de décerner la nationalité, est-ce que vous êtes antisémite ou pas. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ça peut fonctionner, l'Allemagne a fait l'expérience après la guerre avec son propre antisémitisme, avec une éducation démocratique, une éducation politique qui explique les causes profondes des conflits au Proche-Orient. Si on voulait bien investir dans tout cela et accepter que ça met beaucoup de temps, on peut travailler sur ces questions-là, dans les écoles, dans les associations, avec les structures qui permettent aux jeunes de s'intégrer, de trouver leur place. Mais il n'y a pas de solution rapide et ce que propose Merz aujourd'hui, c'est évidemment pas quelque chose que concrètement au pouvoir il pourrait réaliser. Surtout si en parallèle son parti rogne sur les budgets de politique d'intégration comme on peut le voir par exemple dans certaines communes. Je me souviens de ce jeune Syrien que j'avais rencontré en 2015 au musée d'histoire allemande. Il était absolument stupéfait, bouche bée devant une immense maquette de Auschwitz. Il m'avait expliqué qu'à l'école en Syrie, on lui avait appris que l'Holocauste était en fait un prétexte des Occidentaux pour justifier l'existence d'Israël. Because the Europe want to send Jewish to Palestine or this. And here at the museum I can see what really happened. Et c'est seulement parce qu'il avait pu participer à ce programme d'intégration au musée qu'il comprenait enfin cette fameuse raison d'État allemande. Est-ce que l'Allemagne, Stéphane, ne doit pas maintenant être tout simplement plus claire sur ce message? Si c'est une valeur fondamentale, pourquoi ne pas inscrire la raison d'État dans la Constitution, faire des commémorations de la nuit de cristal un moment de recueillement, par exemple, obligatoire dans les écoles, etc., etc. Il y a des lois qui demandent d'aller plus loin, d'inscrire des éléments dans la loi ou même dans la loi fondamentale, dans la Constitution, mais ça reste difficile et c'est pas ça qui sera directement la solution. C'est comme en France d'inscrire la laïcité dans la Constitution, c'est une chose, mais ensuite de l'appliquer de manière intelligente dans les écoles, c'est une autre chose. Et là, nous ne sommes pas dans le moyen et long terme, nous sommes évidemment dans le court terme. C'est donc l'action de la police et de la justice qui doit prévaloir, mais ensuite va revenir cette question comment on peut, dans cours d'intégration, intégrer tous ces éléments-là. Est-ce que, et ça c'est un grand débat, est-ce que ceux qui arrivent en Allemagne, ils doivent aussi s'identifier avec cette construction allemande du rôle allemand dans l'histoire, accepter la responsabilité allemande dans l'histoire pour le Holocauste, la responsabilité particulière du coup pour Israël. Est-ce que tous ces éléments-là, c'est aussi quelque chose que nouveaux Allemands et nouvelles Allemandes doivent accepter, s'associer avec cela, ou est-ce qu'ils peuvent dire « mais ça vous concerne vous, Allemands, enfants des soldats et des nazis », mais pas nous qui viennent d'arriver. Débat compliqué à mener, surtout qu'en même temps, il faut garder en tête ce que le patron des renseignements intérieurs a redit encore très récemment. Pour les Juifs d'Allemagne, la principale menace, elle vient de l'extrême droite. C'est un néo-nazi qui a commis l'attentat contre la synagogue de Halle, par exemple. Et donc, en mélangeant un peu tout, on occulte des aspects du problème, non ? Le danger, effectivement, c'est qu'on construit un débat un peu artificiel en
se concentrant uniquement ou en mélangeant uniquement les genres entre l'immigration d'un côté et le conflit entre Israël et le Hamas de l'autre côté. Évidemment, tout ça, c'est des éléments, des facettes qui entrent en jeu, mais cela ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas aussi des voix critiques envers Israël, voire un vieux antisémitisme, des relents antisémites qui restent. Je ne suis pas sûr, si on faisait abstraction de tous ceux qui viennent d'arriver, et on demanderait uniquement des Allemands de souche, entre guillemets, qu'on aurait clairement la raison d'État, comme c'est le cas au niveau du gouvernement actuellement. Et on peut aussi se rappeler des manifestations anti-vaccins pendant la pandémie, avec explosion de théories conspirationnistes antisémites, des pancartes avec des stéréotypes nauséabonds absolument odieux, et puis là, difficile d'accuser l'immigration. Pour finir, Stéphane, est-ce que tu penses que dans ce contexte assez tendu, la coalition peut tenir le choc ? Les tensions au sein de la coalition continuent et ils continuent à mettre la pression sur les différents partis. Le vice-chancelier Habeck, il a sorti un papier sur une politique industrielle allemande où il demande de ne plus respecter le frein à la dette, qui est évidemment la ligne rouge absolue pour le FDP. Là, aujourd'hui, il y a un grand groupe d'élus du FDP, élus au niveau local la plupart, qui ont écrit à leur président de parti, au ministre des Finances Lindner, qu'il faudrait veiller, éventuellement être prêt à quitter cette coalition pour pas que le FDP aurait à la fin vendu son âme et sera viré des différents parlements, comme ça a été le cas en Bavière, et comme ça a été presque le cas en Hesse. La politique des expulsions pourra sans doute rassurer cet électorat-là. En revanche, on se dit que ça va poser problème de l'autre côté de la coalition, à l'aile gauche du SPD par exemple. Plutôt des problèmes pour les Verts et puis pour les organisations de jeunesse de ces partis, de SPD et des Verts, qui ont dû beaucoup accepter de compromis ces derniers temps et qui se positionnent déjà pour ne pas avaler tout cru ces éléments concernant la politique de l'immigration et l'accueil des réfugiés. Merci Stéphane Seindorf du DFI pour tous ces éléments. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Pas facile de faire une synthèse, mais à sa manière, ce podcast franco-allemand est aussi une petite contribution au débat. Plus que jamais, il est bon de rappeler comme des ennemis irréductibles peuvent se réconcilier. Merci à David Philippot pour le reportage, aux amis qui se chargent toujours avec brio des voix françaises. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.